On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Alors Mathieu, j'ai montré tantôt en ouverture d'émission une vidéo qui a été tournée au coin de Sainte-Catherine et Stanley vendredi dernier. Regarde ton écran, Mathieu. On va t'en montrer seulement un extrait. Je ne le montrerai pas au complet. On regarde ça, Jean-François. Alors, voilà, c'est une trentaine de musulmans qui prient dans la rue. Mathieu, ça a commencé à Montréal. À Paris, c'est pas nouveau, ça. Ah. Non, mais ça, c'est fascinant. Alors, tu me l'apprends, je l'avais pas vu passer, cette vidéo. Ce n'est pas nouveau, c'est le moins qu'on peut se dire en France. C'est des prières de rue, on appelle ça. L'argument débile utilisé pour les justifier, on nous dit « Ah, les mosquées en France sont tellement petites qu'il n'y a plus de place pour prier dedans, donc les gens sont obligés de prier dans la rue. » Mon œil. Dans les faits, il s'agit d'un acte de prosélytisme et d'occupation de l'espace public par des islamistes. Non, pour moi, c'est pas des musulmans. Il faut pas utiliser le terme musulman pour parler de ces gens-là. Là, on est devant des islamistes qui sont dans une stratégie de conquête et d'occupation de l'espace public pour forcer la société d'accueil à capituler devant les revendications de l'islam radical et aussi pour forcer la société d'accueil à intérioriser dans sa vision d'elle-même cette islamisation progressive du paysage public. C'est parce que ça, on l'a vu en France ensuite. Ça commence à un endroit, il y en a d'autres, et il y en a d'autres. Et là, la société d'accueil est obligée. Et si on n'est pas d'accord devant ça, on se fait accuser on se fait accuser d'islamophobie, de racisme, de xénophobie, d'intolérance, de fermeture. Et moi, je dis, là, il y a quand même un enjeu de civilisation, là. Le Québec est une société libérale qui permet à chacun d'avoir les croyances qu'il souhaite. Mais ce n'est pas un pays musulman. C'est-à-dire, tout comme l'Algérie n'a pas vocation à être un pays catholique, le Québec n'a pas vocation à être un pays musulman. Et ceux qui veulent islamiser la culture québécoise dans ses plis intimes n'ont pas compris où il s'est installé, ou alors ils l'ont compris et ils sont dans une logique de conquête. Donc, dans une logique de conquête, on est en droit de dire non et c'est inacceptable et c'est intolérable. Je le redis, chacun peut croire ce qu'il veut, mais tout comme le Japon n'a pas vocation à devenir un pays luthérien germanique, tout comme l'Algérie n'a pas vocation à devenir un pays catholique européen, eh bien, tout comme le Québec n'a pas vocation à devenir un pays musulman qui se fait ainsi islamiser. Je trouve qu'il y a un culot exceptionnel là-dedans. Et Mathieu, on a regardé ça avec l'équipe tantôt. On faisait des pauses sur l'image, on agrandissait l'image et on voyait là, les indications de stationnement qui sont vraiment d'ici. Tu vois les cafés Second Cup. Tu vois, il y a une recherchiste de l'émission qui a vu là, Layton Audio. On est allé voir sur le site internet de Layton Audio, c'est sur Sainte-Catherine au coin de Stanley. C'est vraiment ici. Et là, moi, j'ai jamais vu ça à Montréal. C'est peut-être déjà arrivé, mais c'est la première fois que je vois une vidéo qui est tournée ici. Et Mathieu, il faut dire non tout de suite. Non tout de suite, parce que si on laisse passer ça, là, après ça va grossir. Là. Non, mais si en France, au moment de l'affaire de Creil, du voile de Creil, on avait dit non clairement, plutôt que de jouer à la logique des accommodements, eh bien, peut-être qu'on aurait contenu le déferlement de l'islamisme qui a suivi. Là, devant ça, il faut dire un non, mais un non ferme. Comme je dis, moi, je suis surpris, j'avais pas vu passer. Tu me confirmes que tout ça est vrai, que tout ça, c'est pas une fake. Ah ben ouais, c'est une cup café, alors, on est à Montréal. Disant tout cela, ben là, si on dit pas non maintenant, eh bien, il va y avoir un effet de multiplication inévitablement. Mais il faut dire que ça fait des années, et ça, c'est... Comment je peux dire ça poliment? On a accepté au fil des ans une islamisation progressive de certains pans de la société québécoise. La présence, par exemple, partout dans les services de garde du voile islamique est un problème. On nous a dit que c'était pas un problème. On veut voir, par exemple, dans le voile islamique, l'expression d'une spiritualité individuelle et non pas un geste d'affirmation collective d'occupation de l'espace public. Pourtant, c'est de ça dont il s'agit. C'est une bannière politico-religieuse, si on veut, le voile. Mais ça, c'est pas des gens qui prient. C'est pas une prière qu'on voit. C'est un geste d'occupation de l'espace public pour indiquer, c'est une prise de pouvoir, en fait.
une prise de pouvoir. On vient de planter un drapeau avec cette prière. Puis là, j'ai hâte de voir là, si la nouvelle circule un peu. Je m'attends à ce que tout notre parti diversitaire, multiculturaliste, inclusiviste, tout ça, va nous dire que maudite gang d'écœurants, de racistes, d'extrême droite, fascistes, de pas aimer les prières de rue par des islamistes dans les rues. Et tu noteras qu'ils vont refuser d'utiliser le terme islamiste. Ils vont parler plutôt de gens qui exercent librement leur religion. On peut d'avance savoir comment ils vont chercher à faire taire la querelle. Soit dit en passant, je sais pas si tu t'en souviens, c'est en 2012-2013, au moment du débat sur la Charte des valeurs, si je me trompe pas. On disait, si ça continue, il va y avoir des femmes en niqab avec les enfants dans les garderies. Puis là, moi, j'entends tout le parti progressiste nous dire, non, mais il n'y a aucune chance, ça arrivera jamais. Clac, 3 jours après, t'as une photo avec une femme en niqab qui transporte des enfants dans une garderie. Et là, les mêmes qui disaient, ça arrivera jamais, disent, ben, il y a où le problème? Il y a le droit. C'est quoi l'enjeu? Donc là, on passe du déni à la célébration chaque fois. C'est comme l'immigration massive. On dit, il n'y en a pas. De quoi vous parlez? D'immigration massive? Pas en tout. Une fois qu'on constate qu'elle a refaçonné la démographie et la culture de nos pays, on dit, mais c'est formidable. Comment osez-vous vous y opposer? Ça a toujours été merveilleux. Donc là, on est dans cette logique qu'on connaît par cœur. Hein. Ça n'existe pas. Ça existe en fait divers. Ça existe, ça a toujours existé. Puis finalement, c'est très bien. C'est la plus belle invention depuis le pain étranger. Ou c'est arrivé une fois seulement. Ça, j'aime bien ça, là. C'est ce qu'on nous dit, la juge de la Cour suprême qui utilise le terme individu, personne ayant un vagin au lieu que femme. On nous dit, mais elle l'a écrit seulement une fois. Seulement une fois de trop. Ça, c'est quand même la séquence où on nous prend pour des cons depuis quelques semaines, quand même. Mais ça que tu évoques, parce que le terme a été utilisé. Personne aurait utilisé ce terme-là autrefois. Lorsqu'il passe dans le texte, eh bien là, ça veut dire qu'il se normalise. Puis là, on veut nous faire croire que c'est nous les crétins de noter que ce terme vient d'apparaître et qu'il ne sera pas sans conséquence. Puis on veut nous faire croire qu'on est une bande de ploucs. Moi, je m'excuse, mais le bonhomme Wagner, là, qui se permet de sermonner tout le monde, j'ai posé la question, pour vous, juge Wagner, oh, vénérable juge Wagner, oui. Pour vous, est-ce qu'une femme peut avoir un pénis? Est-ce qu'un homme peut être enceinte? J'aimerais le savoir. Hein? Est-ce que vous utilisez le terme personne avec un utérus? Hein? Est-ce qu'un homme peut avoir un utérus? Est-ce que c'est possible pour vous? Moi, j'aimerais ça le savoir, parce que ça, c'est quand même la question à laquelle il faut répondre pour avoir la suite des choses. Mais on cherche toujours à nous présenter comme des idiots. Comme... Non, vous comprenez rien. C'est un fait divers. Ça n'a pas de portée. Inquiétez-vous pas. Ah non, on connaît ça par cœur. Ben oui, je ne sais pas si tu as lu la chronique de Sophie Durocher, ma conjointe aujourd'hui, la Société canadienne du cancer, qui ne parle plus du cancer du sein, mais qui parle du cancer de la région de la poitrine. Calvaire, ça c'est toton en Christie dire ça, la région de la poitrine. Je note, soit dit en passant, dans la même catégorie. Alors là, il y a quelques personnes qui ont découvert récemment que pour éviter de parler, d'avoir un langage trop genré, on parle désormais non plus du vagin, je crois. Le trou dans l'avant. Du trou dans l'avant. Bon, et là, il y en a plein qui... C'est classe, hein, c'est classe. Le trou dans l'avant, c'est super classe. Alors moi, je me suis permis, parce que là, moi, il y a des bozos qui régulièrement disent « Ah, Bock-Côté, il exagère, puis il invente des affaires, puis c'est pas vrai. Hein? Et puis là, il interprète les choses, mais il amplifie les événements. » Là, je me suis permis, je tiens à souligner, 2022, hein, j'avais cité un truc dans 2022, je me trompe pas, une chronique où j'avais parlé de cette question-là, le front hall. Et puis, j'avais parlé aussi dans mon livre en 2023, j'avais parlé aussi du front hall, le trou dans l'avant. Moi, j'en avais parlé à Face à l'info sur CNews. Puis j'avais aussi noté, ça arrivait une fois, quoi, certains suggéraient l'expression le bonus hall. Le bonus hall, le trou en bonus. Ce à quoi j'avais répondu que dans une perspective historique hétérosexuelle, c'était plutôt l'autre qu'il fallait présenter ainsi. Par ailleurs... Donc, tant qu'à dire des niaiseries, on va en dire. Mais chaque fois qu'on note ça, il y a toujours l'espèce de bande de chroniqueurs qui se veulent scrupuleux, qui se prennent pour des fact-checkers et qui sont là, qui nous disent « Oh là là, mais vous avez pas correctement interprété cette notion. » Ils ne font tout pour ne pas comprendre le mouvement d'envergure qui se déploie ainsi. Ben oui. On sait que le cancer de l'anus, ça existe. Donc, c'est le cancer du trou d'en arrière. J'imagine. Écoute, c'est complètement fou. Il faut être cohérent. Dépendamment de point de vue. Hein. Je vais t'apprendre quelque chose, tu vas coller au plafond. Alors, McGill commence là, à négocier, à discuter avec les campeurs pro-palestiniens. Et là, l'administration de l'Université McGill, écoute bien ça, c'est dans la presse, s'est engagée
à faire une plus grande place aux institutions et aux intellectuels palestiniens dans ses cursus. Là, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Maintenant, ils vont pas faire ça parce que c'est la chose à faire, parce que non. Parce qu'il y a eu des manifestations, il y a eu une gang de bozos, là, ils ont dit, OK, on va changer notre façon d'enseigner et maintenant, on va donner une plus grande place aux intellectuels palestiniens. Ben moi, je retiens la leçon. Amis de la Société Saint-Jean-Baptiste, j'en appelle à vous. Faites un campus à McGill pour demander une plus grande présence des écrivains et des intellectuels souverainistes et nationalistes québécois dans le corpus. C'est la seule méthode, j'ai bien compris. À moins qu'encore une fois, on dise qu'il y a des causes qui sont gentilles, celle-là on peut. La cause, j'insiste en passant, c'est pas la cause palestinienne, c'est la cause palestinienne version Hamas. C'est pas exactement la même chose. Donc, on nous dit, il y a des causes gentilles, on peut occuper l'espace public, on peut s'emparer des choses. Et c'est pas grave, il y a pas de souci. Puis d'autres, cela dit, si je ne sais quelle association nationaliste décidait d'aller faire un campus à McGill, je serais curieux de la réaction. Oh, que je serais curieux de la réaction. Amis de la Société Saint-Jean-Baptiste, courage, n'hésitez pas. Bon, mais là, je vois ça, mais je suis pas surpris parce que tout est toujours une question d'angle médiatique. En France, par exemple, tu sais, depuis quelques années, on s'intéresse aux violences faites aux élus. C'est un sujet qui est nouveau, les élus se font tabasser. Mais là, on a envie de leur dire, la violence contre les leaders politiques, ça date des années 80-90, mais ça tombait à l'époque sur ceux qu'on étiquetait à l'extrême droite. Ça n'a jamais dérangé personne. Il y a une librairie, il y a quelques librairies en France qui sont marquées à droite, et là, sont souvent attaquées par les antifas. Mais ça dérange personne. Imagine si demain, une bande de bozos, là, des skinheads, de fous furieux, décidait de s'en prendre une librairie LGBTQ, et ainsi de suite. Mais tout le monde serait scandalisé. Avec raison, je précise, avec raison. Mais pourquoi ça scandalise pas quand on tape sur les autres, quand on tape sur la librairie dite de droite? Il y a quelque chose à travers tout ça, mais c'est la même logique du 2 poids 2 mesures qui chaque fois se rappelait à nous. Et là, tu parlais des fachos qui s'attaqueraient à une librairie LGBTQ, ce qui nous ramène à la première vidéo que je te montrais. Et les gens qui prient dans la rue comme ça, on s'entend que c'est pas les amis des gays, on s'entend que c'est pas les amis des trans, et on s'entend que c'est peut-être pas les amis des femmes non plus. Mais ça, sous le couvert de la religion, tu peux être homophobe et tu peux être misogyne et sexiste, il n'y a aucun problème. Pas toutes les religions. Si ce sont des catholiques, c'est épouvantable. C'est l'extrême droite chrétienne, évidemment. Non, mais exactement. C'est-à-dire, c'est pas la religion, hein, c'est une certaine religion qui a ces droits-là, mais dans l'Église catholique, là, pardonne rien. Pardonne rien. Ce qui nous rappelle que dans la logique diversitaire, l'autre, c'est le rédempteur, hein. C'est la figure messianique des temps nouveaux. C'est le nouveau visage christique de l'humanité, le rédempteur extérieur qui vient nous délivrer de notre culture faisandée, pourrie, qui sent le vieil Occident rance et dégueulasse. Donc ça, dans ce cas-là, on dit ben merci. Puis là, il y a des bozos qui arrivent, qui vont être les Queers for Palestine, qui sont probablement mes bozos les préférés des derniers mois, parce qu'ils embrassent une cause avec énergie, qui s'ils mettaient les pieds une seconde à Gaza, on leur ferait faire du vol plané à partir des différents immeubles. C'est fascinant. L'Occident, moi, je suis critique de la théorie du genre, mais j'ai pas envie de tabasser qui que ce soit en ces matières-là. Je critique culturellement, intellectuellement, mais les gens font bien ce qu'ils veulent dans leur vie ensuite. Eux, ils embrassent une cause qui entraînerait leur transformation en Superman, mais qui s'est pas volé. C'est quand même compliqué. Mais là, il faut inventer un nouveau mot, parce que c'est pas simplement des idiots utiles, là. C'est au-delà d'idiots, là. C'est triple idiot utile. Ah oui, ou des bozos. Je pense que la culture québécoise est riche pour nommer les petits clins, les petits coudes, les bozos. Et là, on est vraiment devant une collection d'abrutis. Je ne sais pas comment les nommer, mais il faut être dur. Parce que, moi, longtemps, vraiment, par une forme d'éthique libérale démocratique, je me disais, il faut éviter d'avoir des termes trop durs. Là, à un moment donné, quand t'es devant la sottise, puis tu nommes pas la sottise, puis tu cherches un terme plus doux, mais dans les faits, tu viens à mentir par générosité. Donc, ce sont des bozos, des ozos, des gens qui sont pas tous là dans leur tête et qui se disent que, tu sais, Queer for Palestine, c'est le désir d'être, c'est annoncer son désir d'être exécuté par les gens auxquels on veut s'allier. C'est quand même singulier. C'est fou. Écoute, tu parlais là, des gens qui vont dire, en parlant du vidéo, là, au coin de Sainte-Catherine et Stanley, bon, il n'y a rien là, etc. Sais-tu ce qu'on va nous dire? On va nous dire, oui, mais il fut un temps où les catholiques avaient la fête Dieu. Ils se promenaient dehors dans les rues de Montréal avec des crucifix, puis personne chialait. C'est ça qu'ils vont nous sortir. Oui, mais c'est évident, on va nous sortir cet argument-là, on le connaît par cœur. Soit on peut répondre que, bon, les catholiques étaient dans un pays catholique à l'époque et ça faisait partie des mœurs culturelles généralement admises, et que c'est plus le cas aujourd'hui en passant. Notre société évolue. Et là,
Ça a été le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais c'était dans la norme culturelle. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est manifestement, c'est même pas comme j'ai des gens qui veulent pratiquer leur religion tranquillement. C'est une forme d'une logique islamiste d'agression de l'espace public pour que tout le monde comprenne qu'un pouvoir nouveau s'installe. On le comprend, mais je compte sur nos élites pour s'aplatir. Mais regarde bien les attaques là, qui vont venir. Là. Oh là là, qu'on va en manger toute une. C'est sûr et certain, mais c'est écrit dans le sang. Mais il faut... Parce qu'on voit là, en France, c'est de plus en plus, même, c'est plus à Paris, c'est même dans des petites villes, des petits villages et tout ça. Là. Ah oui. En Allemagne, à Hambourg, une marche pour le califat. Une marche pour le califat. Le nombre de quartiers en France où si une femme ne porte pas de foulard islamique, on lui fait comprendre qu'elle a un problème. Les écolos qui en France acceptent le burkini dans des piscines municipales pour s'accommoder avec les islamistes au nom de la diversité. Bon, mais là, on commence à comprendre. Là. Donc, il y a quelque chose comme une forme de gauche radicale, collabo avec l'islamisme qui existe dans nos sociétés aujourd'hui. Je note, j'espère que l'autre gauche, la gauche qui se voulait laïque, social-démocrate, classique, sera capable de faire preuve d'un peu de fermeté sur tout ça. Tout à fait. Parce qu'on ne tentera pas dans 20 ans de se dire, on n'avait rien vu voir. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Bye. Merci.